La petite fille se tenait devant la juge et déclara avec assurance « Le PDG est innocent et je vais le prouver ». Ce qui se passa ensuite laissa toute la salle d'audience sous le choc et l'incrédulité. Avant de plonger dans l'histoire, dites-nous en commentaire d'où vous nous lisez. Bonne lecture. Ce matin-là, la salle d'audience du tribunal judiciaire de Paris ressemblait à une cathédrale du jugement tout en bois poli et en silence lourd. Dehors, la pluie de novembre tambourinait contre les hautes fenêtres comme des doigts impatients. À l'intérieur, 200 personnes remplissaient les bancs, leurs murmures formant un bourdonnement d'attente. Les caméras de BFM TV et France 2 s'alignaient au fond, leurs voyants rouges clignotant comme des yeux prédateurs. À la table de la défense, Alexandre Morisson, 32 ans, PDG de Morrison Tech. France SAS tentait de cacher la fatigue creusée dans son visage. Il était accusé d'avoir détourné 47 millions d'euros du fonds de dotation caritatif de sa propre entreprise. L'épreuve paraissait accablante. Son équipe d'avocats l'avait abandonné 3 jours plus tôt, évoquant des conflits insurmontables. À présent, il était seul les mains jointes sur la table, les jointures blanchies. Madame la présidente, Patricia Hartwell, fit son entrée sa robe noire, flottant derrière elle comme des ailes sombres. « L'audience est ouverte », annonça l'huissier, et la salle se leva d'un seul mouvement. La juge s'installa dans son fauteuil à audace, au dossier, et balaya l'assemblée du regard des yeux qui avaient vu 30 ans du pire de la nature humaine. « Monsieur Morisson », commença-t-elle d'une voix empreinte d'autorité. « Je vois que vous n'êtes pas assisté d'un avocat ce matin. Comprenez-vous la gravité de comparaître sans conseil ?» Alexandre se leva la voix ferme, malgré tout. « Oui, Madame la Présidente, mais j'ai épuisé toutes mes options. Je suis prêt à me défendre seul. » Un murmure parcourut la salle. Le procureur de la République, Marcus Chen, échangea un regard satisfait avec ses collègues. Cela serait plus facile qu'il ne l'avait imaginé. « Très bien, » déclara la présidente Hartwell en saisissant son maillet. « Nous allons poursuivre. » Mais une petite voix claire coupa l'atmosphère solennelle comme une cloche. Toutes les têtes se tournèrent vers le fond de la salle. À travers les lourdes portes en chêne, entra une enfant d'à peine 7 ans. Son imperméable rouge dégoulinait sur le sol de marbre et ses baskets usées couinaient à chaque pas. Elle portait un sac à dos élimé trop lourd pour ses frêles épaules. Ses cheveux noirs pendaient en mèches trempées autour d'un visage à la fois sale et déterminé. « Je suis désolée d'être en retard, Madame la Présidente », dit la fillette en avançant droit vers l'allée centrale avec une assurance incroyable pour quelqu'un d'aussi petit. La circulation était horrible et le bus est tombé en panne sur l'avenue de l'Opéra. La salle éclata en murmures. Les journalistes chuchotaient frénétiquement dans leur téléphone. Le maillet de la juge claqua comme le tonnerre. Silence, silence dans cette salle. La petite fille atteignit la table du prévenu et posa son sac avec un bruit sourd et décidé. Elle leva les yeux vers Alexandre Morisson. Un instant, quelque chose passa entre eux, de la reconnaissance peut-être, ou simplement une même détresse. « Monsieur Morisson », demanda la présidente Hartwell, la voix mêlant confusion et inquiétude. « Qui est cet enfant ?» Avant qu'Alexandre ne puisse répondre, la fillette se tourna vers la juge. Elle retira son imperméable trempé, révélant une robe tellement lavée que le motif en était presque effacé. Malgré son apparence, elle se tenait droite, affrontant le regard de la présidente sans ciller. « Je m'appelle Sophie Chen, Madame la Présidente », déclara-t-elle d'une voix claire. « J'ai 7 ans. Et je suis ici pour représenter Monsieur Morisson dans sa défense. » Un tumulte explosa dans la salle. La juge frappa son maillet à plusieurs reprises.
C'est absurde. Huissier, faites sortir cet enfant immédiatement. Madame la présidente, je vous en prie. La voix de Sophie résonna avec une autorité surprenante. Elle plongea la main dans son sac et en sortit un dossier épais au coin usé. Je sais ce que vous pensez. Je sais que je ne suis qu'une enfant, mais M. Morisson est innocent, et je vais le prouver. La présidente Hartwell la fixa incrédule. Le procureur Chen était déjà debout, protestant vivement. Alexandre Morisson, tout comme le reste de la salle, restait stupéfait, la bouche entr'ouverte. Sophie ouvrit son dossier. Les papiers semblaient officiels, couverts de langage juridique et de passages surlignés. Elle leva un document pour que la juge le voie. Madame la présidente, selon l'article 18, paragraphe C du règlement de l'Ordre des avocats de Paris, modifié en 2023, un prévenu a le droit de choisir tout défenseur en qui il a confiance pour l'assister si certains critères sont remplis. J'étudie ce dossier depuis 6 mois. Je connais chaque document, chaque transaction, chaque témoignage, et je sais quelque chose que personne dans cette salle ne sait. Elle marqua une pause, laissant le poids de ses mots retomber sur l'Assemblée. Toutes les caméras étaient désormais braquées sur elle. Madame la présidente Hartwell avait cessé de frapper son maillet la main suspendue dans les airs. Je sais où sont passés les 47 millions d'euros disparus, dit doucement Sophie. Et ils ne sont pas allés dans les poches de M. Morisson. Le silence qui suivit fut absolu. On aurait entendu une épingle tomber dans cette immense salle d'audience. Alexandre Morisson se pencha en avant, voyant enfin vraiment la fillette, la voyant telle qu'elle était. La présidente abaissa lentement son maillet. « Jeune fille, dit-elle prudemment, ce sont là des accusations très graves. Comment une enfant de 7 ans pourrait-elle avoir accès à des informations qu'une équipe entière d'avocats n'a pas découvertes ?» Les yeux sombres de Sophie, bien trop anciens pour son âge, croisèrent ceux de la juge. Un petit sourire triste effleura ses lèvres. « Parce que Madame la présidente, répondit-elle doucement, il y a 6 mois, ma mère était la chef comptable de M. Morisson. Et 3 jours avant sa mort, elle m'a tout donné pour que je puisse prouver la vérité. » La salle retint son souffle. La pluie continuait de tambouriner contre les vitres, et à la table de la défense, le visage d'Alexandre était devenu d'une pâleur livide. Il comprenait soudain qui était cet enfant, et pourquoi elle avait franchi ses portes. La présidente se pencha en avant, le visage impassible. « Approchez à la barre, » ordonna-t-elle, « tous les deux, maintenant. » Devant le bureau du juge, Sophie se hissa sur la pointe des pieds, apercevant à peine le dessus du bois verni. Madame la présidente la regarda avec inquiétude. Le procureur de la République, Marcus Chen, lui avait le visage empourpré d'indignation. « Madame la présidente, c'est absurde, » protesta-t-il. « Une enfant ne peut pas exercer le droit. Toute cette situation est... C'est moi qui décide de ce qui est approprié dans ma salle d'audience, » coupa la présidente Hartwell. « Mademoiselle Sophie, parlez-moi de votre mère. » Sophie agrippa le bord du pupitre. « Linda Chen, Madame la présidente expert comptable principale chez Morrison Tech France depuis 12 ans. Elle gérait les finances de la fondation. » Sa voix trembla. « Elle est morte d'un anévrisme cérébral le 17 mai. Elle avait 34 ans. » Le silence retomba. Même le procureur Chen sembla ébranlé. « Je suis désolé pour votre perte, » dit doucement la juge. « Mais où sont vos tuteurs légaux? » « Ma grand-mère à Belleville, » répondit Sophie. « Elle a la maladie d'Alzheimer. » Elle sortit une photo usée, montrant sa mère souriante, lors d'un pique-nique d'entreprise. Mais maman se souvenait de tout, et elle a fait en sorte que moi aussi. 3 jours avant sa mort, elle est rentrée à la maison en plein milieu de la journée. Elle nous a enfermés dans sa chambre avec des cartons de documents. Elle m'a dit qu'elle n'avait plus beaucoup de temps. La voix de Sophie se raffermit.
Elle m'a appris à lire les rapports financiers, les codes de transaction, les numéros de compte. Elle m'a expliqué ce qu'étaient les comptabilités parallèles et les écritures fantômes. Elle a dit que des gens puissants accuseraient M. Morisson de quelque chose qu'il n'avait pas fait, et que moi seul pouvais les arrêter parce que j'étais invisible. Invisible, demanda la présidente. Parce que je suis une enfant. Personne ne fait attention aux enfants. Maman disait que c'était mon avantage. Les vrais voleurs ne me verraient jamais venir. Le procureur Chen s'exclama. C'est le délire d'une enfant endeuillée. Les preuves contre Morisson sont accablantes. C'est ce qu'il voulait vous faire croire, répliqua Sophie avec fougue. Mais maman a gardé un deuxième jeu de compte, les vrais, et il ne savait pas qu'elle me les avait confiés. Madame la présidente se massa les tempes. Cette situation était sans précédent, mais quelque chose dans le regard de Sophie la fit hésiter. « Monsieur Morisson, connaissiez-vous Linda Chen ?»« Oui, Madame la présidente. Elle était brillante, digne de confiance. Quand elle est morte subitement, j'ai été bouleversé. J'ai envoyé des fleurs et un don, mais je n'ai jamais rencontré Sophie en personne. » Il se tourna vers la fillette. « Je suis tellement désolé pour votre mère. » Des larmes montèrent aux yeux de Sophie, mais elle les retint. Maman disait que vous étiez quelqu'un de bien, que vous traitiez tout le monde comme une famille. Vous m'envoyez une carte d'anniversaire chaque année même sans me connaître. C'est pour ça que je sais que vous n'auriez jamais volé un fonds destiné à aider des enfants comme moi. La présidente prit sa décision. Monsieur Morisson, souhaitez-vous que mademoiselle Chen vous assiste dans votre défense? Oui, Madame la présidente. Mademoiselle Chen pourra consulter avec Monsieur Morisson et lui présenter ses informations, mais elle ne mènera pas les débats elle-même. Cela vous convient? Oui, Madame la présidente. Merci. De retour à leur table, Sophie étala les documents avec une précision méthodique. Alexandre se pencha vers elle et murmura. « Es-tu sûre de toi? » « Ces gens sont dangereux. » Sophie soutint son regard. « Je n'ai plus rien à perdre. Maman est partie. Mamie oublie mon prénom. On est en retard de loyer. Je serai placé à l'aide sociale à l'enfance avant Noël de toute façon. Mais si je prouve la vérité, alors la mort de maman aura eu un sens. » Alexandre sentit sa poitrine se serrer. Cet enfant se battait pour lui quand plus personne ne le faisait. Madame la présidente reprit d'une voix claire. « J'autorise mademoiselle Chen à assister monsieur Morisson dans sa défense. Monsieur le procureur, vous pouvez présenter votre réquisitoire d'ouverture. » Alors que le ministère public peignait Alexandre en milliardaire cupide, Sophie ouvrit son cahier. À l'intérieur, l'écriture de sa mère disait « Pour ma brillante Sophie, montre-leur la vérité. Je t'aimerai toujours. Maman. » Sophie prit un stylo rouge et commença à annoter chaque accusation qu'elle pourrait réfuter. La bataille venait de commencer. La plaidoirie d'ouverture du procureur de la République, Marcus Chen, dura 40 minutes. Il décrivit Alexandre Morisson comme un milliardaire cupide, ayant volé de l'argent destiné à des enfants défavorisés. Le stylo de Sophie courait frénétiquement sur le papier, remplissant page après page de notes. Lorsque Chen conclut, Sophie tira doucement sur la manche d'Alexandre. « Il faut répondre tout de suite. Planter le doute avant qu'il ne s'enracine. » Alexandre se leva, sa voix calme mais ferme. « Madame la présidente, je m'appelle Alexandre Morisson et je n'ai pas volé cet argent. Le ministère public raconte une histoire convaincante, mais cela reste une histoire. Avec l'aide de Sophie, je vais vous montrer la vérité. » Sophie monta sur sa chaise pour être vue. « Madame la présidente, j'aimerais verser au dossier ce que maman appelait le registre fantôme, un système comptable parallèle retraçant la véritable destination de l'argent. » À la barre, elle étala des documents surlignés.
Chaque transaction qu'on attribue à M. Morrison Maman en a retrouvé la source réelle. Ces virements utilisaient ces codes, mais provenaient d'adresses IP situées à New York, Miami et Londres. Or, M. Morrison se trouvait à Paris à toutes ces dates. J'ai son agenda, ses badges d'accès, ses factures de restaurant. Chen s'approcha moins sûr de lui. Ces documents pourraient être des faux. Ils viennent des fichiers privés de maman. Elle a tout sauvegardé sur des disques cryptés. Elle a même enregistré des vidéos expliquant ses découvertes. Elle savait qu'il allait lui arriver quelque chose. Un silence de plomb tomba sur la salle. Madame la présidente Hartwell se pencha en avant. Elle a prédit sa propre mort. Sophie hocha la tête. Dans sa dernière vidéo, 2 jours avant de mourir, maman disait qu'elle avait été suivie 3 fois. Son bureau avait été fouillé. Quelqu'un avait laissé un mot sur sa voiture. « Mêle-toi de tes affaires ». Elle avait peur, mais elle a continué à enquêter parce que M. Morrison ne méritait pas ce qu'on lui faisait. Le visage d'Alexandre se vida de toutes couleurs. « Linda ne m'a jamais rien dit », murmura-t-il. Elle ne pouvait faire confiance à personne. Les voleurs avaient accès à toute votre entreprise, vos finances, peut-être même vos avocats. C'est pour cela qu'elle m'a tout confié, parce que j'étais hors du système. La présidente s'adossa. Sophie, soupçonnez-vous que la mort de votre mère n'était pas naturelle? La voix de Sophie se fit petite. Le médecin a parlé d'anévrisme, mais maman était en bonne santé. Elle faisait du jogging tous les jours, ne fumait pas, ne buvait pas. La veille de sa mort, elle m'a fait promettre de ne jamais manger ni boire ce que quelqu'un d'autre me donnerait. Une larme glissa sur sa joue. Je crois que quelqu'un a tué ma maman. La salle explosa. Après avoir rétabli le silence, Madame la présidente s'adressa gravement aux 2 parties. Monsieur le procureur, votre parquet ouvrira une enquête sur les circonstances du décès de Linda Chen. J'accorde un renvoi de 3 jours pour examiner ces éléments. Nous reprendrons lundi. Va. Lorsque la salle se vida, Alexandre s'agenouilla à côté de Sophie. Tu as été incroyable. Mais si tu as raison, tu es peut-être en danger toi aussi. Je le sais. C'est pour ça que je dors chaque nuit à un endroit différent, la bibliothèque, le métro, nulle part où ils peuvent me trouver. Une enfant de 7 ans ne devrait pas vivre comme ça. Je vais organiser une protection. Avec quel argent? Vos comptes sont gelés. Et si vous dépensez pour moi, ils diront que vous avez acheté mon témoignage. Elle avait raison. Alexandre sentit son cœur se briser pour cet enfant qui raisonnait déjà comme une avocate. « Sois prudente, sois maligne », dit-il enfin. « Et Sophie, merci de croire en moi. » Sophie remit son sac à dos sur ses épaules. « C'est maman qui croyait en vous, Monsieur Morrison. Moi, je ne fais que terminer ce qu'elle a commencé. » Alors qu'elle disparaissait dans la foule, Alexandre fit un vœu silencieux. Gagnant ou perdant, Sophie ne dormirait plus jamais dans le métro. Il découvrirait ce qui était arrivé à Linda, et les coupables paieraient. Mais d'abord, il fallait survivre à ces 3 jours. Et quelque part dans Paris, des gens puissants apprenèrent l'existence d'une fillette de 7 ans, qui en savait trop et qui était bien trop courageuse pour son propre bien. Ce soir-là, dans son appartement vitré, dominant la scène 47 étages de verre, qui lui semblèrent désormais une cage. Alexandre restait debout devant la fenêtre. Son dîner refroidissait et son téléphone vibrait de coups de fil qu'il ignorait. Il pensait à Linda Chen, la brillante Linda, celle qui se souvenait des anniversaires, restait tard pour aider les stagiaires, apportait des plats faits maison aux réunions. Elle était là depuis les débuts de Morrison Tech France, quand la société n'était qu'un petit bureau. Il consulta les informations de Sophie. Adresse à Belleville, certificat de décès de Linda. Anévrisme cérébral, cause naturelle.
signé par le docteur Robert Malallery de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Quelque chose le dérangeait. Il accéda, en violation des règles du procès, au dossier de santé interne de l'entreprise. L'historique de Linda montrait une santé constante, aucun antécédent neurologique. Mais un détail ressortait 2 jours avant sa mort. Linda s'était rendue aux urgences pour des maux de tête et des vertiges. Le médecin avait recommandé un suivi immédiat avec un neurologue. Aucune trace de ce rendez-vous. Les mains d'Alexandre tremblaient. Si Sophie avait raison, si quelqu'un avait tué Linda, alors tout avait été maquillé, trop bien maquillé. Un coup frappé à la porte le fit sursauter. Il regarda par le judas la sécurité de l'immeuble. « Monsieur Morisson, il y a une situation dans le hall. Une jeune fille prétend qu'elle doit absolument vous voir. Elle dit s'appeler Sophie. » Le cœur d'Alexandre Morisson s'emballa. « Faites-la monter tout de suite. » Quelques minutes plus tard, Sophie surgit dans son appartement, serrant son sac à dos contre sa poitrine, le visage couvert de poussière et de peur. « Quelqu'un me suit, » haleta-t-elle. « 2 hommes dans une voiture noire, à 6 rues d'ici. J'ai couru à travers les tunnels du métro pour les semer. » Alexandre ferma les stores. « Tu es en sécurité ici. Raconte-moi tout. » Les mains de Sophie tremblaient. Après le tribunal, je suis allé à la bibliothèque pour copier les documents de maman. Un homme me regardait derrière un journal tenu à l'envers. J'ai caché les originaux dans un roman policier et je suis parti seulement avec les copies. C'est là que j'ai vu la voiture attendre dehors. Quand je marchais, il roulait lentement à côté de moi. « Tu as bien fait, » dit Alexandre doucement. « Sophie reste ici cette nuit. Ce n'est pas sûr dehors. Le parquet dira que vous m'influencez. Je m'en fiche. Ta sécurité compte plus que tout. » Il sortit son téléphone. « J'appelle quelqu'un qui peut nous aider. » Il composa un numéro. Après 3 sonneries, une voix répondit « Alex, il est presque 23 heures. Que se passe-t-il? » « Rachel, j'ai besoin de ton aide. C'est grave dangereux. Tu peux venir à Paris. Premier vol demain matin. De quoi s'agit-il? » Meurtre complot et une fillette de 7 ans, plus courageuse que n'importe qui que j'ai jamais rencontré. Prépare-toi pour un long séjour. Sois prudente, Rachel. Ces gens ont déjà tué. Pendant qu'Alexandre expliquait la situation à sa sœur, Sophie s'était roulée sur le canapé épuisée. Quand il raccrocha, elle dormait déjà, la main toujours agrippée à son sac. Il la couvrit d'une couverture. Cette petite guerrière devrait penser à ses dictées, pas à fuir des assassins dans les tunnels du métro, pensa-t-il. Il écarta légèrement un store et observa la rue. Là, garée en double fil, une berline noire avec 2 silhouettes à l'intérieur, les yeux braqués sur l'immeuble. Alexandre photographia la plaque d'immatriculation et envoya un message au chef de la sécurité de la résidence « Besoin d'un service ». Voiture suspecte devant le bâtiment, plaque jointe. N'intervenez pas, contentez-vous de documenter. Entre nous, la réponse arriva presque aussitôt. Bien reçu, c'est noté. Tout va bien, Monsieur Morisson? Ça ira. Merci, Marcus. Alexandre s'installa dans un fauteuil, l'esprit en ébullition. Linda Chen avait découvert quelque chose pour lequel on avait tué. Elle avait formé sa fille à devenir une preuve vivante, une assurance contre le mensonge. Et maintenant, des gens puissants savaient que Sophie existait et ce qu'elle savait. Il repensa au registre fantôme. Si tout cela était vrai, quelqu'un à l'intérieur de Morrison Tech, France, avait volé pendant des années, en utilisant ses identifiants, quelqu'un ayant un accès très haut niveau, connaissant parfaitement les systèmes. La liste était courte. Martin Stell, directeur financier. Jennifer Harford, vice-présidente. David Yoon, responsable informatique. Des personnes avec qui il travaillait depuis des années, des gens en qui il avait eu confiance. L'un d'eux était un voleur, peut-être un meurtrier.
Et aucun ne se doutait que Linda Chen avait laissé derrière elle une détective de 7 ans, bien plus redoutable qu'il ne pouvait l'imaginer. Alors que les lumières de Paris scintillaient et que Sophie dormait, Alexandre décida de ne plus être passif. Il redeviendrait l'homme qui avait bâti une entreprise valant des milliards à partir de rien. Il trouverait la vérité, protégerait cet enfant et détruirait ceux qui avaient arraché Linda à sa fille. Les chasseurs allaient devenir les proies. Ils ne le savaient pas encore. Le lendemain, à 6h47, Rachel Morrison atterrit à Roissy-Charles de Gaulle avec un simple sac de voyage et son expression déterminée habituelle. 12 années passées à la police judiciaire avant de devenir professeur à l'École nationale de la magistrature faisait-elle la personne idéale pour cette affaire? Ils se retrouvèrent discrètement dans le parking souterrain, gardant leur distance. Ce n'est qu'après que Rachel eut vérifié qu'ils n'étaient pas suivis qu'ils montèrent ensemble dans la voiture d'Alexandre. « Depuis quand tu maîtrises la contre-surveillance ?» demanda-t-elle en s'asseyant. « Depuis qu'une fillette de 7 ans m'a dit qu'elle dormait dans le métro pour rester en vie, » répondit Alexandre en démarrant. « Rachel, c'est pire que ce que je t'ai décrit. » « Je m'en doutais. Tu ne demandes jamais d'aide depuis la mort de maman. Où est la petite? Elle dort encore chez moi. La sécurité veille. Le gérant de l'immeuble, un ancien flic à qui j'ai payé les études de sa fille, garde un œil discret. Bien, les preuves que Linda a laissées. Sophie en a des copies. Les originaux sont cachés dans un livre pris au hasard à la bibliothèque François Mitterrand. Maligne, cette gamine. Alexandre vérifia les rétroviseurs sans arrêt. J'aurais dû remarquer que quelque chose n'allait pas chez Linda. J'aurais dû la protéger. Tu ne pouvais pas savoir, répondit Rachel calmement. Mais on découvrira ce qui s'est passé. Parle-moi de ce registre fantôme. Pendant les 20 minutes de trajet, Alexandre raconta tout. Rachel écoutait en silence, son esprit entraîné décortiquant les faits, reliant les schémas, bâtissant une stratégie. Dans l'appartement, Sophie mangeait des céréales dans un grand bol. Elle observa Rachel avec méfiance lorsqu'ils entrèrent. « Sophie, voici ma sœur Rachel, ancienne de la police judiciaire. Elle est ici pour nous aider. » Les yeux anciens de Sophie la jaugèrent longuement. Rachel tira une chaise et s'assit face à elle à hauteur de regard. « Ta mère était courageuse, » dit-elle simplement. Elle connaissait le danger, mais elle a continué parce qu'elle croyait faire ce qui était juste. Ça demande du courage. La lèvre de Sophie trembla, mais elle hocha la tête. « J'ai lu le dossier, » poursuivit Rachel. Les preuves du parquet sont circonstancielles des traces électroniques des documents des signatures qu'on peut manipuler. Ton registre fantôme est une preuve directe. C'est ce qui change tout. Sophie fronça les sourcils. Mais comment prouver que maman ne l'a pas inventé? Et s'ils disent qu'elle mentait pour protéger M. Morrison, Rachel eut un léger sourire. Parce que ta mère était trop compétente pour faire des erreurs. Chaque écriture aura une preuve correspondante journaux de serveurs relevés bancaires, enregistrements de sécurité. On va les retrouver. C'est ce que je sais faire. Rachel Morrison sortit son ordinateur portable. D'abord, on analyse chaque transaction. Je vais t'apprendre à construire un dossier sans faille. Montre-moi ce que tu as. Sophie étala les documents de sa mère sur le comptoir. L'œil exercé de Rachel repéra immédiatement un schéma. « Regarde ici », dit-elle en désignant les opérations de février. Elles ont toutes eu lieu le même jour à 30 minutes d'intervalle. Ce ne sont pas des traitements normaux. Quelqu'un a exécuté un script automatisé. Alexandre se pencha. Nous utilisons des virements automatiques pour les salaires et les fournisseurs, mais ils suivent des protocoles précis. Ceux-ci ne correspondent pas. Et les comptes destinataires, ajouta Rachel, tous différents des sociétés écrans. Mais note les noms. Cascade Holdings, Cascade Properties,
Cascade Investissement. Le même mot-clé. Celui qui a monté ça était soit négligent, soit arrogant. Les yeux de Sophie s'écarquillèrent. Je ne l'avais pas vu. Qu'est-ce que ça signifie? Que nous avons une piste. Les sociétés écrans doivent être enregistrées. Il y a toujours des statuts des dépôts légaux. J'ai des contacts qui peuvent remonter la trace. La matinée s'écoula dans un silence concentré. Rachel posait des questions précises. Sophie expliquait les annotations de sa mère. Alexandre commanda le petit déjeuner via un autre service réglant, en espèces, idée de Rachel par prudence. Vers midi, le téléphone de Rachel vibra. Son visage se durcit. Alex, problème. Un collègue m'informe d'une requête officieuse concernant Sophie Chen. Quelqu'un cherche à savoir où elle se trouve, qui a sa garde si elle est placée à la SE. Qui pose ces questions? Demanda Alexandre, soudain crispé. C'est là que ça devient inquiétant. La demande est passée par les canaux des enquêtes de sécurité nationale. Quelqu'un de très haut placé veut localiser cette fillette. Sophie pâlit. Ils veulent m'enlever. Si je suis placé, ils contrôlent où je vais, à qui je parle. Ils peuvent me faire disparaître. Personne ne te fera disparaître, répondit Alexandre avec véhémence. Rachel réfléchissait vite. Les options sont limitées et risquées. La garde d'urgence exige une ordonnance du juge des enfants, et un foyer public pourrait être compromis si ceux qui nous traquent ont accès au dossier. Elle jeta un regard à l'un puis à l'autre. Ou alors, on attaque. On arrête de se cacher. On rend tout public. Tout ce que Linda a découvert. On les force à se dévoiler avant qu'ils ne fassent taire Sophie. C'est dangereux, protesta Alexandre. Les preuves sont incomplètes. Ils vont les démolir. On perdra toute crédibilité. Et si on attend, répondit Rachel, ils mettront peut-être la main sur Sophie avant nous. Alex pense comme un combattant. Parfois, la meilleure défense, c'est l'attaque. Sophie grimpa sur sa chaise. Madame Rachel a raison. Maman disait que la lumière du soleil était le meilleur désinfectant. C'est pour ça qu'elle a tout documenté, sauvegardé, laissé des traces. Elle voulait que la vérité voie le jour. Sophie, tu as 7 ans, dit Alexandre doucement. Ce n'est pas ton combat. Si c'est le mien, répliqua-t-elle avec une force calme. Ils ont tué ma maman, volé l'argent destiné aux enfants comme moi. Ils vous détruisent parce que vous êtes quelqu'un de bien. C'est exactement mon combat. Rachel et Alexandre échangèrent un regard. Ils voyaient ce que Linda Chen avait vu avant eux, un courage extraordinaire, un esprit déjà en avance, une clarté morale que beaucoup d'adultes avaient de perdu. « D'accord, » dit finalement Alexandre. « On fait à ta manière. On met tout en lumière. Mais avant, il faut savoir exactement qui on affronte. » Rachel fouille ses sociétés écrans. « Déjà en cours, » répondit-elle. « Et j'appelle aussi d'anciens collègues hors procédure. Des faveurs personnelles. S'il y a un lien avec Morrison Tech France, je le trouverai. » Pendant que Rachel travaillait, Sophie s'approcha de la fenêtre. Elle regarda Paris s'étendre sous elle. Des millions de vies continuaient inconscientes que dans cet appartement perché au-dessus de la Seine, 3 personnes s'apprêtaient à dévoiler une conspiration d'envergure. « Maman, » murmura-t-elle à son reflet, « je vais te rendre fière, je te le promets. » Derrière elle, Alexandre observait la fillette, portant un fardeau bien trop grand pour son âge. Il renouvela son serment, quoi qu'il en coûte. Sophie aurait l'enfance que Linda voulait pour elle. Le courage de Linda serait honoré, et les coupables feraient face à la justice d'une manière ou d'une autre. Le téléphone sonna à 2h17 du matin. Alexandre sursauta cherchant son portable à tâtons. La voix de Rachel était tendue. « Alex, allume France 2 tout de suite.
Il se précipita dans le salon où Sophie dormait sur le canapé et alluma la télévision le volume bas. Le visage du présentateur remplissait l'écran. Édition spéciale sur l'affaire Morrison. Nous avons obtenu des documents exclusifs, soulevant de sérieuses questions au sujet de la fillette de 7 ans, Sophie Chen. Le sang d'Alexandre se glaça. À l'écran défilèrent des dossiers rapports médicaux, évaluations psychiatriques, bulletins scolaires, tous au nom de Sophie Chen. Selon ces documents, poursuivit le journaliste, Sophie Chen présenterait un historique de troubles du comportement et une difficulté à distinguer la réalité de la fiction. Une évaluation psychologique, datée d'il y a 6 mois, évoque des délires post-traumatiques liés à la mort de sa mère. « Non », souffla Alexandre. « C'est faux. » Une femme apparut à l'écran, identifiée comme Dr Patricia Winters, psychologue pour enfants. Dans les cas de perte parentale soudaine, expliqua-t-elle, les enfants de l'âge de Sophie peuvent inventer des scénarios complexes pour supporter le choc. Ils peuvent se convaincre de posséder des informations spéciales qui auraient pu empêcher la mort du parent. Le présentateur hocha la tête gravement. « Vous voulez dire, » demanda le présentateur, « que les affirmations de Sophie à propos d'un complot découvert par sa mère pourraient être un mécanisme de défense. » La psychologue hocha la tête. « Sans examiner l'enfant personnellement, je ne peux pas poser de diagnostic, mais le profil correspond à une fillette de 7 ans, endeuillée convaincue de détenir un savoir secret. C'est une construction imaginaire, destinée à lui redonner le contrôle dans une situation où elle est impuissante. » Alexandre Morisson sentit la colère monter. Il eut envie de jeter la télécommande contre l'écran. Son téléphone sonna. Procureur Marcus Chen. « Monsieur Morisson, j'imagine que vous regardez. Cette histoire ne vient pas de mon bureau. Mais je vais devoir demander la révocation de Sophie en tant qu'assistante de la défense et l'interdiction de son témoignage. » « Ces documents sont des faux, » protesta Alexandre. « Sophie n'a jamais vu de psychologue. »« Pouvez-vous le prouver? » Ces dossiers semblent authentiques, en tête signature, numéro de dossier. Si ce sont des faux, quelqu'un a fait un travail très sophistiqué. Exactement. Quelqu'un prêt à tout pour la faire taire. Un long silence suivit. « J'exerce depuis 18 ans, » répondit enfin Chen. « Et je sais reconnaître quand quelque chose ne colle pas. Ces documents sont apparus de nulle part, pile au moment où votre défense prenait de la force. C'est suspect. » Une lueur d'espoir traversa Alexandre. Marcus parlait à Sophie. « Regardez-la dans les yeux et dites-moi qu'elle est délirante. 5 minutes vous suffiront pour voir que tout ça est faux. Je vais y réfléchir, mais je suis obligé de présenter ces pièces à la juge. C'est une question de procédure. » Lorsque Chen raccrocha, Rachel apparut dans l'embrasure de la porte, son ordinateur à la main. « J'ai retracé la source de ces documents. Ils ont été déposés numériquement il y a 8 heures, antidatés de 6 mois. Les métadonnées prouvent qu'ils ont été créés hier. Quelqu'un avec des compétences sérieuses en piratage les a implantés. »« Tu peux le prouver au tribunal ?» demanda Alexandre. « Peut-être, mais nous avons 6 heures avant la reprise d'audience. » Alex, ils accélèrent. Ils deviennent désespérés. Il fronça les sourcils. Pourquoi ne pas simplement éliminer Sophie? Pourquoi cette mise en scène pour la discréditer? Rachel répondit, « Parce que tuer une enfant de 7 ans en plein regard du public soulèverait trop de questions. Détruire sa crédibilité est plus propre. La faire passer pour folle, c'est plus efficace. Si elle parle, personne ne la croira. » Une petite voix s'éleva du canapé. Il se trompe sur un point. Sophie s'était redressée, la couverture glissant à ses pieds. Dans la lumière bleue de la télévision, elle paraissait minuscule, mais ses yeux étaient secs et sa voix ferme. « Ils pensent que j'aurai honte ou peur que les gens me croient folle. Ils pensent que je vais me cacher. » Elle serra les poings. «
Mais ma maman m'a appris que la vérité se moque de savoir si on la croit ou non. La vérité existe et finit toujours par gagner. Alexandre s'agenouilla à côté d'elle. Sophie, demain, ils vont t'attaquer, montrer ces faux dossiers et essayer de te faire passer pour une menteuse. Tu crois pouvoir supporter ça? Sophie soutint son regard. Monsieur Morisson, j'ai vu maman mourir en sachant qu'on l'avait tuée et sans pouvoir le prouver. J'ai dormi dans le métro en écoutant les pas derrière moi. Je suis entré dans ce tribunal en sachant que des gens puissants voulaient ma mort. Demain, ce sera juste un jour difficile de plus. Je peux le supporter. Rachel secoua la tête admirative. Cette gamine a plus de courage que la plupart des agents avec qui j'ai travaillé. Sophie, les vidéos de ta mère, tu les as encore. La fillette hocha la tête et sortit une petite clé USB suspendue à une chaîne autour de son cou. Toujours. Pourquoi? Demain, on ne va pas seulement se défendre. On va tout faire éclater. On va montrer ces vidéos. On les obligera à expliquer comment une enfant prétendument délirante possède des documents financiers précis, des enregistrements de l'enquête de sa mère et des preuves correspondant à de vraies transactions. Risqué, prévint Rachel. Une fois qu'on aura sorti cette carte, il n'y aura pas de retour possible. Tant mieux, répondit Alexandre. Qu'ils voient tout, qu'ils essaient de justifier l'injustifiable. On verra s'ils ont assez de culot pour salir une femme morte qui avait prédit son propre meurtre. Ils passèrent le reste de la nuit à se préparer. Rachel prouva la falsification des documents, retraçant les empreintes numériques et les incohérences de datation. Alexandre organisa les entrées du registre fantôme pour une présentation claire. Sophie, méthodique, classa les vidéos de sa mère dans l'ordre chronologique, ajoutant des notes sur chaque révélation. À l'aube, la lumière dorée se posa sur la ville. Paris s'éveillait. Quelque part, ceux qui avaient orchestré ce complot pensaient avoir gagné. Ils croyaient qu'un faux dossier psychologique suffirait à éliminer la menace. Ils allèrent bientôt découvrir leur erreur fatale. Ils avaient sous-estimé une fillette de 7 ans qui aimait sa mère, un chef d'entreprise qui préférait l'intégrité à la richesse et une ancienne enquêtrice qui n'abandonnait jamais. Le procès reprenait dans 4 heures. Et cette fois, la défense n'allait pas plaider le doute raisonnable, elle allait dévoiler la vérité, toute la vérité. « Maman, » murmura Sophie au soleil levant, « aujourd'hui, on leur montre tout. Aujourd'hui, tout le monde saura ce qui s'est vraiment passé. Aujourd'hui, ta vérité gagne. » Derrière elle, Alexandre et Rachel échangèrent un regard déterminé. La vraie bataille allait commencer et ils étaient prêts. Le tribunal était bondé. Madame la présidente Hartwell entra dans un silence absolu. « Monsieur le procureur Manchen, vous avez déposé une requête pour écarter mademoiselle Sophie Chen de la défense sur la base d'évaluation psychologique. » Alexandre se leva. « Madame la présidente, ces documents sont des faux. Nous pouvons le prouver. » Rachel s'avança avec son ordinateur portable. « Je suis Rachel Morisson, ancienne de la police judiciaire. Ces documents ont été créés hier et insérés dans les registres au moyen de techniques de piratage avancées. » Alors que Rachel Morrison projetait à l'écran les métadonnées montrant que les fichiers avaient été créés récemment, en contradiction totale avec les dates indiquées, elle précisa « L'adresse IP utilisée pour insérer ces faux renvois à un serveur chiffré, situé en Europe de l'Est, connu pour héberger des activités de cybercriminalité. » Un cri retentit depuis le fond de la salle. « Ces papiers sont des mensonges sur ma petite fille. » Tous se tournèrent. Une femme âgée avançait péniblement entre les rangs, les larmes aux yeux. « Je m'appelle Hélène Chen, » dit-elle d'une voix tremblante. « J'ai des troubles de mémoire, mais aujourd'hui, je suis lucide. Sophie n'a jamais vu de psychiatre. Nous n'en avions pas les moyens. Et cet enfant,
Elle n'a jamais menti. Alexandre Morisson saisit aussitôt l'occasion. Madame la présidente Linda Chen a enregistré des journaux vidéo de son enquête. Sophie les possède. Le procureur Chen se leva aussitôt. Objection. Ce sont des ouï-dire. La témoin est décédée. Il s'agit de documents contemporains, au fait pas de témoignages postérieurs, répliqua Alexandre. Ils sont admissibles au titre de la perception immédiate des événements. La juge Hartwell réfléchit quelques secondes. Je l'autorise. Sophie sortit sa clé USB. L'écran s'alluma. Vidéo 1, 14 février. Linda Chen épuisée, mais résolue. Je m'appelle Linda Chen. J'enregistre ceci parce que j'ai découvert quelque chose d'anormal chez Morrison Tech France, et j'ai peur. J'ai trouvé un système comptable parallèle, un registre fantôme. Quelqu'un détourne les fonds de la fondation en utilisant les identifiants de M. Morrison. Mais les adresses IP ne correspondent pas à ces emplacements. La salle retint son souffle. Linda montra des documents à la caméra. J'ai retracé 47 millions d'euros vers des sociétés écrans appelées Cascade. Quelqu'un à haut niveau chez Morrison Tech France en est responsable. Son visage devint inquiet. Hier, mon bureau a été fouillé. Aujourd'hui, j'ai trouvé ceci sur ma voiture. Elle leva un papier. Mêle-toi de tes affaires ou ta fille paiera. Sophie étouffa un cri. Alexandre posa une main sur son épaule. Ils ont menacé Sophie, murmura-t-il. La voix de Linda se brisa. Alors, je copie tout et j'apprends à Sophie où le trouver. Si quelque chose m'arrive, elle prouvera l'innocence de M. Morrison. La vidéo se coupa. La juge demanda doucement, « Il y en a d'autres ?» 5. Madame la présidente, répondit Sophie. La dernière date de la veille de sa mort. Lancez-les toutes. Les vidéos suivantes montraient Linda Chen de plus en plus fatiguée et nerveuse, des appels menaçants des caméras de sécurité, saboter des voitures qui la suivaient. Vidéo finale, 16 mai. Linda, les yeux cernés, murmurait. C'est sans doute mon dernier enregistrement. Je suis allé aux urgences pour de fortes migraines. Le médecin veut que je voie un neurologue immédiatement, mais j'ai peur. Je crois qu'on m'empoisonne. Quelque chose qui imite une maladie naturelle. Elle essuya une larme. Si je meurs, sachez que ce ne sera pas naturel. Protégez Sophie. Réhabilitez M. Morrison. Elle se pencha vers la caméra. Sophie, ma chérie maman, t'aime plus que tout. Montre-leur la vérité. N'aie pas peur. La lumière gagne toujours. La vidéo s'arrêta. Sophie éclata en sanglots dans les bras d'Hélène. La salle d'audience resta figée, bouleversée. La voix de la présidente Hartwell trembla légèrement. Reprise dans 15 minutes. Monsieur le procureur, réfléchissez à votre position sur la supposée délusion de mademoiselle Chen. Pendant la pause, Marcus Chen s'approcha de Sophie. « Je vous dois des excuses, » dit-il sincèrement. « Votre mère était une femme exceptionnelle. Et vous aussi. Je vais demander l'ouverture d'une enquête complète sur sa mort. » Sophie essuya ses larmes. « Vous allez nous aider. » Il hocha la tête. « Si la documentation de votre mère est authentique, nous avons affaire à du meurtre, de la conspiration et de la corruption. C'est pour ce genre d'affaires que je suis devenu procureur. » Pour la première fois, Sophie sentit l'espoir renaître. La voix de sa mère avait enfin été entendue, son courage reconnu. Et maintenant, on commençait à la croire. Pendant la pause, Rachel travaillait frénétiquement sur son ordinateur, tandis qu'Alexandre et Sophie discutaient stratégie. Hélène tenait la main de sa petite fille. « J'ai quelque chose », annonça Rachel soudain. Les sociétés écrans Cascade sont reliées à un cabinet juridique américain, Whitmore & Associates, basé au Delaware. Ils créent des entités anonymes. Le département juridique de Morrison Tech France les a utilisés il y a 2 ans, ajouta-t-elle. Alexandre fronça les sourcils.
Qui a autorisé ça? Ton directeur financier, Martin Stell. Le nom tomba comme un coup près. Martin, son ancien camarade d'université, son premier investisseur, sa main droite, depuis 15 ans. Ce n'est pas suffisant, dit Alexandre prudemment. Il nous faut une preuve directe. Sophie sortit le carnet de sa mère. Maman a suivi les codes d'autorisation. Ils étaient activés quand vous étiez en déplacement ou en réunion publique avec des témoins. Des alibis, comprit Rachel. Celui qui a fait ça connaissait parfaitement ton emploi du temps. Son téléphone vibra. Mon contact à la police judiciaire dit que les Américains enquêtent déjà sur Whitmore & Associates pour blanchiment. Il y a 3 semaines, un signalement anonyme a orienté l'enquête vers Morrison Tech France. Qui l'a envoyé? Demanda Alexandre. Transmission cryptée, mais les métadonnées indiquent une origine interne au réseau de Morrison Tech France. Sophie eut un souffle. Maman, c'est elle. Elle a alerté la police. Elle construisait un dossier avec eux. Rachel hocha la tête. Ce qui signifie qu'ils surveillaient déjà l'entreprise depuis des semaines. Écoute trace bancaire, observation discrète. Alexandre sentit son esprit tourner à toute vitesse. Pourquoi ne m'ont-ils pas contacté? Parce que tu étais l'écran idéal, expliqua Rachel. Pendant que tout le monde se concentrait sur ton procès, ils poursuivaient leur enquête sur les vrais coupables sans les alerter. Sophie tira la manche d'Alexandre. On doit tout donner à la police, tout ce que maman a découvert. On le fera, répondit-il. Mais d'abord, on doit savoir exactement qui on accuse. Rachel, peux-tu accéder aux journaux de serveurs de Morrison Tech France? Demanda Alexandre. Elle hocha la tête, pendant qu'il lui transmettait des identifiants administrateurs d'urgence. Tandis que Rachel s'installait à son ordinateur portable, la juge Hartwell rappela le tribunal à l'ordre. Le procureur Chen s'approcha du banc aux côtés d'Alexandre. « Madame la Présidente, le ministère public demande un report d'audience. Les vidéos de Linda Chen combinées aux preuves de falsification de documents justifient une enquête complète. Je demande officiellement la participation du BRI. » La juge leva un sourcil. « Vous demandez à retarder votre propre procès. Je suis procureur pour servir la justice, pas pour obtenir des condamnations, répondit Chen. Si M. Morrison est innocent et que Linda Chen a été assassinée, la justice exige que nous découvrions la vérité. Monsieur Morrison, consentez-vous à cette requête? Absolument, Madame la Présidente. Très bien. J'ordonne un renvoi de 2 semaines. Monsieur Morrison reste libre sous caution. Et Mademoiselle Sophie Chen sera placée sous protection. Le maillet tomba. Sophie serra la main d'Alexandre. La vérité de maman va enfin sortir, murmura-t-elle. Mais Alexandre remarqua aussitôt un homme du service juridique de Morrison Tech France quitter la salle précipitamment. Quelqu'un savait désormais qu'il l'avait redémasqué. Rachel s'approcha penchée vers lui. « J'ai croisé les journaux de serveurs avec les transactions frauduleuses, chuchota-t-elle. Chaque vol a eu lieu quand Martin Stell était seul dans son bureau après les heures de travail. L'activité de son ordinateur correspond exactement aux horodatages des transferts. » Alexandre se figea. « Son ami le plus ancien. Tu en es sûr? » Les preuves sont accablantes. Martin vole depuis 5 ans en utilisant tes identifiants, te faisant porter le chapeau. Et quand Linda l'a découvert, il l'a fait éliminer. Sophie qui écoutait s'exclama. « On doit prévenir le BRI avant qu'il ne détruise les preuves ou qu'il ne s'enfuit. »« D'accord, » répondit Alexandre en sortant son téléphone. « Rachel envoie tout au BRI. Sophie prépare la clé USB de ta mère. On termine ça aujourd'hui. Aucun d'eux ne vit l'homme assis au dernier rang décrocher son portable. Ils savent. Chen a compris. Activez le plan de secours immédiatement. » Les pièces du puzzle s'emboîtaient enfin.
Mais la phase la plus dangereuse commençait. 30 minutes plus tard, 2 agents du BRI, Victoria Nash et Robert Torres, arrivèrent. Rachel présenta ses anciennes accréditations et ils se réunirent dans une salle sécurisée. Sophie disposa sur la table les preuves de sa mère. Rachel présenta les analyses numériques. Alexandre apporta ses connaissances internes de Morrison Tech France. Martin Stell, votre directeur financier, 15 ans d'amitié, résuma Nash. Si c'est lui, l'amitié n'a aucune importance, répondit Alexandre d'une voix ferme. Torres parcourut les journaux de serveurs. En combinant ça avec la documentation de Linda Chen et la piste des sociétés cascades, nous avons de quoi émettre des mandats d'arrêt. Mais il faut être stratégique. Si on agit trop vite, les complices se disperseront. Des complices ? Demanda Sophie. 47 millions ne s'évaporent pas tout seuls, expliqua Nash. Quelqu'un a déplacé, blanchi et caché l'argent. Et quelqu'un a fait tuer votre mère. Ce n'est pas l'œuvre d'un seul individu. Hélène, dans un moment de lucidité, prit la parole. Linda disait qu'ils étaient au moins 3. Elle les appelait le groupe Cascade. Torres se redressa. Elle leur avait donné un nom. Toutes leurs sociétés écrans contiennent ce mot. Elle disait que c'était de l'arrogance, ajouta Rachel. Des criminels persuadés d'être intouchables. Elle afficha 3 photos à l'écran, Martin Stell, Jennifer Harford, David Yoon. Les 3 ont l'accès, les compétences et les moyens. Alexandre sentit le sol se dérober sous lui. Non seulement Martin, mais aussi Jennifer et David, les piliers de son entreprise. On les prend la main dans le sac, décida Nash. Monsieur Morrison, organisez une réunion avec eux. Dites-leur que vous souhaitez parler du procès ce soir après la fermeture. Ils se méfieront. Parfait, ce sera un alibi crédible, une réunion de direction. Fixez-la à 20h. Nous écouterons. Alexandre envoya les messages urgents. Besoin de discuter du procès. Mon bureau, 20h. Venez seul. Les 3 répondirent confirmés. À la tombée du jour, des techniciens du BRI équipèrent Alexandre d'un micro dissimulé. Rachel insista pour être dans le fourgon de surveillance. « C'est mon frère, » dit-elle. « Je vais jusqu'au bout. » Sophie resta dans une planque sécurisée avec Hélène. Avant de partir, elle prit la main d'Alexandre. « Faites attention, monsieur Morrison. » Maman disait, « Les gens désespérés font des choses désespérées. Je ferai attention, promit-il. Et quand tout sera fini, toi et ta grand-mère ne manquerez plus de rien. » À 19h45, Alexandre entra dans les bureaux vides de Morrison Tech France. Le silence résonnait dans les couloirs. Il s'assit à son bureau. À 19h58, Martin arriva l'air nerveux. À 20h03, Jennifer et David entrèrent ensemble. « Merci d'être venu, » dit Alexandre calmement. « Je voulais parler de certaines choses du procès, à propos des finances de la fondation. » L'atmosphère changea immédiatement. Martin plissa les yeux. Jennifer se raidit. David posa discrètement la main sur son téléphone. « Quelle finance ?» demanda Martin d'une voix tendue. « Celle que Linda Chen avait documentée, » répondit Alexandre. « Elle savait des choses que personne n'aurait dû savoir. »« Linda est morte depuis des mois, » répliqua Jennifer d'un ton neutre. « Sa fille a des preuves. Le registre fantôme, les sociétés cascades. » David se leva brusquement. « Je devrais y aller. »« Assieds-toi, David, » dit Martin d'une voix basse, tranchante. Le vieux camarade d'université avait disparu. Son regard autrefois complice était devenu glacial. « Je crois qu'Alex sait, » continua-t-il calmement. « Pas vrai? Pourquoi ne pas me dire ce que j'ai découvert? » Martin, répondit Alexandre. Martin éclata d'un rire amer. « Toujours aussi noble, Saint Alexandre Morrison. Tu sais combien c'est épuisant de travailler à côté d'un homme tellement bon, Martin. Qu'est-ce que tu racontes? Je dis que tu nous as rendus impossibles à supporter. Chaque décision, tournée vers la charité plutôt que le profit.
Chaque discours sur la responsabilité, la morale, l'éthique. Tu nous faisais passer pour des monstres parce qu'on voulait juste être payés à notre juste valeur. Le visage de Jennifer se durcit. Tu avais tout le pouvoir réel, dit-elle, toutes les décisions finales. La fondation. Une façade fiscale, pas une œuvre de charité. Alors vous avez volé de l'argent destiné aux enfants? Demanda Alexandre d'une voix tremblante. Nous avons simplement pris ce qu'on méritait, répliqua David froidement. 47 millions sur 5 ans. Tu vaux 3 milliards, tu n'aurais même pas remarqué si cette comptable... Il s'interrompit comprenant sa gaffe. Si cette comptable quoi? David. Le silence pesa. Ah, si elle n'avait pas découvert votre combine, si elle n'avait pas menacé de tout révéler. Martin se leva. Linda a fait un choix. Elle aurait pu venir nous voir discrètement. Au lieu de ça, elle a rassemblé des preuves. Elle nous a forcé la main. « Tu l'as tué », dit Alexandre, la voix brisée. « Nous avons fait ce qu'il fallait », répondit Jennifer glaciale. Et tout aurait marché si sa gamine n'était pas devenue une espionne. Le sang d'Alexandre se glaça. Restez loin de Sophie. « Ou quoi ?» ricana Martin, s'approchant du bureau. « Tu crois pouvoir nous arrêter? Demain, nous serons hors du pays, là où il n'y a pas d'extradition. On vivra très bien, merci. Vous n'atteindrez jamais l'aéroport. » Martin rit moqueur. « Tu crois qu'on est venus ici sans savoir? On a intercepté les communications du BRI. On sait pour ton micro. On sait pour les agents dehors. Et on sait pour le dispositif de sécurité de ce bâtiment. » David leva son téléphone. Un seul bouton. Le système anti-incendie se déclenche dans tout l'immeuble inondation chimique. Les agents devront évacuer, le matériel sera détruit, et toi, tu perdras connaissance juste assez longtemps pour qu'on disparaisse. Tu bluffes. Vraiment. Son doigt plana au-dessus de l'écran. Tu as toujours été naïf, Alex. C'est pour ça qu'on t'a piégé si facilement. Et c'est pour ça qu'on s'en sortira encore. Dans le fourgon de surveillance, Rachel hurla dans sa radio. Ils activent le système d'extinction, intervention immédiate. Mais Martin, Jennifer et David avaient déjà bondi vers la cage d'escalier. David appuya sur l'écran en disparaissant. Des alarmes stridentes éclatèrent. Un brouillard chimique se déversa par les bouches du plafond. Alexandre se précipita dans la cage d'escalier, suffoquant les yeux en feu. Au-dessus, les pas des 3 fugitifs résonnaient dans l'escalier. Des agents du BRI, masques à gaz sur le visage, surgirent depuis le garage souterrain. Victoria Nash attrapa Alexandre et le tira vers la sortie. « Il s'enfuit », cria-t-il, la gorge brûlante. « On a cerné le bâtiment », assura Nash, lui passant un masque d'oxygène. Mais Martin avait tout prévu. Une camionnette de maintenance surgit du quai de livraison, fonçant à toute vitesse. Les agents crièrent. Torres tira sur les pneus sans succès. Rachel, déjà au volant de sa voiture, lança dans la radio. Il file vers l'est boulevard Saint-Michel. Camionnette noire, sans plaque. « J'y vais, dit. » Alexandre arrachant son masque. Nash hésita, puis acquiesça. « Montez. Si ça tire, baissez-vous. » Les sirènes hurlantes, ils s'élancèrent dans la nuit parisienne. La camionnette zigzaguait entre les feux rouges, percutant presque d'autres véhicules. Ils prennent la direction de l'Assis Nota Torres. S'ils y parviennent, ils peuvent atteindre Lyon ou quitter le pays. La voix de Rachel grésilla à la radio. Je les rattrape par la gauche, bloquez-les par la droite. La manœuvre faillit réussir. Le véhicule des fuyards heurta une voiture en stationnement, mais réussit à s'engouffrer sur la bretelle d'accès. Soudain, les feux stop s'allumèrent, la camionnette pila net. Les voitures de poursuite freinèrent brutalement. Des agents jaillirent, armes braquées. « Qu'est-ce qu'ils font ?» demanda Alexandre. Les portes arrière s'ouvrirent. Martin sortit en titubant les mains en l'air, le visage blême. « Ne tirez pas, ils vont me tuer.
Je vous dirai tout. » Les agents se ruèrent sur lui. Torres le menotta pendant que Nash inspectait l'intérieur du véhicule. « Vide. Où sont les autres ?» demanda Nash. Martin tremblait. « Ils m'ont trahi. On devait fuir ensemble, mais Jennifer a sorti une arme. Elle m'a dit que je serais le bouc émissaire, celui qu'on arrêterait pendant qu'il partirait, avec tout l'argent. David a arrêté la camionnette 3 rues plus loin. Ils ont sauté et se sont fondus dans la foule. Ils m'ont piégé. » Alexandre sentit une fureur glaciale l'envahir. « Comme toi, tu m'as piégé. » Le visage de Martin se fissura. « Je suis désolé, Alex. Je ne voulais pas que ça aille si loin. » Le détournement devait rester un simple ajustement. Personne ne devait mourir. « Mais Linda a découvert la vérité, » dit Alexandre d'une voix coupante. Jennifer a dit qu'on devait l'arrêter. Le silence tomba lourd, ponctué seulement par les sirènes au loin. Et dans le regard d'Alexandre Martin, vit pour la première fois non plus un collègue, mais le témoin de sa damnation. Je croyais qu'elle voulait seulement lui faire peur. Je ne savais pas. La voix de Martin se brisa. Je te jure que je ne savais pas que Jennifer allait la tuer. Nash le saisit par le bras. Jennifer Hartford a tué Linda Shenkoman du poison, répondit Martin d'une voix tremblante. Quelque chose à effet lent, qui imite un anévrisme. Jennifer a des liens avec le crime organisé. Elle disait que ça paraîtrait naturel. David a piraté les dossiers médicaux pour que rien de suspect n'apparaisse. Rachel arriva furieuse. Où sont-ils partis? Appartement de secours à Lyon sous un faux nom. J'ai l'adresse. Je vous donnerai tout. Je suis un voleur, pas un meurtrier. C'est Jennifer la tueuse. Tandis que les agents contactèrent la police du Wisconsin par radio, Alexandre regarda son ancien ami avec dégoût. Tu savais que Linda avait été assassinée et tu n'as rien fait. Tu savais que sa fille était seule et tu n'as rien fait. J'avais peur, gémit Martin. Jennifer m'a dit que si je parlais, ce serait mon tour. Elle a des dossiers qui me font passer pour l'unique coupable. Ne te compare surtout pas à Linda Shen, le coupa Alexandre. Elle avait du courage. Elle essaie morte en faisant ce qui était juste. Toi, tu as vendu ton âme pour de l'argent dont tu n'avais même pas besoin. Nash le tira en arrière. Martin Stell, vous êtes en état d'interpellation par la police judiciaire à Sion pour conspiration, détournement de fonds et complicité de meurtre. Rachel posa une main sur l'épaule d'Alexandre. On aura Jennifer et David. La police de Lyon se déploie déjà. Alexandre pensa à Sophie, attendant d'apprendre que les assassins de sa mère avaient été arrêtés. Il ne pouvait pas affronter cette enfant courageuse en sachant qu'un seul des 3 était sous les verrous. Son téléphone vibra. Torres à l'appareil. Jennifer Hartford vient d'appeler le refuge où se trouve Sophie. Elle exige de vous parler. Elle dit qu'elle a une proposition. Le sang d'Alexandre se glaça. Comment a-t-elle eu ce numéro inconnu? Mais elle menace Sophie. Elle dit que si on ne recule pas, elle s'arrangera pour que la fillette ait un accident, comme sa mère. Rachel attrapa sa radio. Toutes unités, brèche de sécurité. Déplacer Sophie et Hélène immédiatement vers un autre site. Mais Alexandre eut une autre idée. Laissez-moi lui parler. Passez l'appel. Rachel, tu peux tracer la ligne. Si elle reste assez longtemps, oui, alors connecte. La voix de Jennifer s'éleva calme, dénuée de remords. Bonsoir, Alex. Belle soirée, n'est-ce pas? Jennifer laisse Sophie tranquille. C'est une enfant. Quoi que tu aies contre moi, prends-le contre moi. Oh, Alex, toujours aussi noble. C'est exactement pour ça que tout est arrivé. Ta bonté insupportable fait passer les autres pour des monstres. Tu sais combien de fois j'ai souri pendant que tu distribuais des millions, pendant que tu limitais les salaires, que tu prêchais, la reste m'a passé.
la responsabilité sociale. Alors tu as décidé de voler, de tuer et de me faire accuser. J'ai décidé de prendre ce que j'avais mérité. Linda s'est mise en travers de mon chemin. C'est de sa faute. Rachel posa une main sur le bras d'Alexandre. Garde-la en ligne. Pourquoi m'appeler? Demanda-t-il. Parce que je veux que tu saches que tu as perdu. Martin était faible. Je savais qu'il finirait par craquer. Mais David et moi, on planifie ça depuis des années. Identités multiples, comptes offshore, itinéraires de fuite. Nous sommes des fantômes, Alex. Tu ne nous retrouveras jamais. Alors pourquoi prendre le risque d'appeler Jennifer? Éclata de rire. Parce que je veux que tu passes ta vie à savoir que j'ai gagné, que j'ai tué Linda Chen et que je m'en suis sorti, que Sophie grandira en sachant que sa mère est morte pour rien. Rachel hocha la tête. La trace était en cours. Alexandre continua à parler, la voix ferme. Tu as tort. Linda n'est pas morte pour rien. Sa fille a découvert ton plan. Elle a tout documenté. Et en ce moment même, des agents du BRI se rapprochent parce que tu n'as pas pu t'empêcher de te vanter. Un silence. Puis Jennifer froide. Tu bluffes. Vraiment, écoute bien. En arrière-plan, on entendit soudain une voix forte. BRI. Les mains en l'air, la ligne se coupa net. 60 secondes plus tard, Torres rappela. On les a. Jennifer Hartford et David Yoon, tous deux en garde à vue. C'est terminé. Les jambes d'Alexandre fléchirent. Rachel le rattrapa. C'est vraiment fini, souffla-t-elle. Tous les trois sont arrêtés, confirma Torres. Les preuves de Linda, les aveux de Martin, les enregistrements de ce soir. Dossier solide, meurtre, complot, corruption. Tout. Je dois le dire à Sophie, dit Alexandre. Je dois lui dire que le sacrifice de sa mère a tout changé, que la vérité a éclaté, que la justice a triomphé. Ils roulèrent jusqu'à la nouvelle planque. Quand Sophie aperçut Alexandre, elle courut et se jeta dans ses bras. « Monsieur Morisson, ils les ont arrêtés. » Tous, confirma Alexandre en s'agenouillant. « Les preuves de ta maman, son courage, son sacrifice. Rien n'a été vain, Sophie. La vérité a gagné comme ta maman le savait. » Sophie pleura contre son épaule, non de tristesse, mais de soulagement. Des mois de peur venèrent de se dissoudre. « Maman avait raison, murmura-t-elle. La vérité gagne toujours, elle prend juste du temps. » Alexandre la serra plus fort. « Ta maman avait raison sur tout, y compris sur le fait que sa fille est incroyable. » Tandis que les agents documentaient les interpellations par la police judiciairation, que les hélicoptères de presse survolèrent la scène, que la justice rétablissait enfin. L'équilibre, Alexandre Morisson, fit une promesse silencieuse à la mémoire de Linda Chen. Sophie ne manquerait plus jamais de rien. Elle recevrait l'éducation dont Linda avait rêvé, l'enfance qu'elle méritait, et la fondation créerait une bourse pour les enfants ayant perdu leurs parents en défendant ce qui est juste. L'héritage de Linda Chen vivrait non pas dans la manière dont elle était morte, mais dans la vérité qu'elle avait révélée et dans la fille qu'elle avait élevée aussi courageuse qu'elle. La vérité avait triomphé, et le lendemain, la guérison pouvait enfin commencer. 3 semaines plus tard, la juge Hartwell présidait l'audience de non-lieu dans l'affaire Alexander Morisson. Le procureur Chen se leva solennellement. « Votre honneur, au vu des preuves accablantes démontrant l'innocence de M. Morisson et de l'interpellation par la police judiciairation des véritables coupables, l'État demande le classement définitif de toutes les charges sans possibilité de reprise. » « Requête accordée, » déclara la juge Hartwell. « Monsieur Morisson, au nom de ce tribunal, je vous présente nos excuses pour l'épreuve que vous avez subie. Vous êtes totalement disculpé. » La salle éclata en applaudissements. Alexandre serra la main de Chen qui murmura « Je suis désolé, si j'avais su dès le départ. »« Vous avez fait votre travail, » répondit Alexandre doucement.
Et quand vous avez découvert la vérité, vous avez aidé à la faire éclater. C'est ça l'intégrité. Sophie était assise à la table de la défense, aux côtés de Rachel dans une robe neuve qui lui allait enfin. Hélène, sa grand-mère, rayonnait à côté d'elle. Lorsque la juge invita Sophie à s'avancer, la fillette marcha la tête haute. « Mademoiselle Chen », dit la juge Hartwell d'une voix émue. « Votre courage en reprenant l'enquête de votre mère a directement conduit à ce que justice soit rendue. Votre mère serait incroyablement fière de vous. » Les yeux de Sophie se remplirent de larmes, mais elle sourit. « Merci, votre honneur. Maman m'a appris à ne jamais abandonner la vérité, même quand c'est difficile. J'ai juste fait ce qu'elle aurait voulu. » La juge hocha la tête, visiblement touchée. « Le tribunal inscrira dans le registre une mention officielle pour votre bravoure et pour le sacrifice de Linda Chen. » À la sortie du tribunal, Alexandre lut une déclaration préparée Sophie à ses côtés. Aujourd'hui, justice a été rendue. Mais cette victoire appartient à une seule personne, Linda Chen, qui a donné sa vie pour révéler la vérité. Sa fille Sophie nous a montré ce qu'est le vrai courage. La Fondation Morisson sera entièrement réorganisée dans la transparence la plus totale. Nous créons le fonds commémoratif Linda Chen, une bourse destinée aux enfants qui ont fait preuve d'un courage exceptionnel dans leur quête de justice. Sophie Chen en sera la première bénéficiaire à Morrison Tech France. Plus tard, Alexandre s'adressa à ses employés restants. L'entreprise avait été ébranlée, actions en chute libre, clients inquiets. Mais Alexandre se tenait droit serein. Nous avons été blessés par la trahison. 3 personnes que nous pensions connaître ont trahi tout ce que nous représentons. Mais Morrison Tech France n'a jamais été à leur image. Elle a toujours été à la vôtre des gens honnêtes et travailleurs qui croient en la construction de quelque chose de bien. Nous allons reconstruire plus fort et plus transparent que jamais. Les applaudissements éclatèrent. Les employés se levèrent. Ils y croyaient à nouveau. Ce soir-là, Alexandre emmena Sophie et Hélène dîner dans un vrai restaurant. Assise dans la lumière tamisée d'une banquette, Sophie regardait autour d'elle émerveillée. « Je ne suis jamais allé dans un endroit aussi chic. »« Tu mérites tout, Sophie, » répondit Alexandre. « Et je veux parler de ton avenir. » Il se tourna vers Hélène. « Je veux mettre en place un fonds permanent qui prendra soin de vous deux pour le reste de votre vie. Vous n'aurez plus à vous soucier de l'argent. Sophie pourra se concentrer sur l'école et sur son enfance. » Sophie mordit à sa lèvre. « Monsieur Morrison, vous n'êtes pas obligé. »« Je sais, mais je le veux. Ta maman a tout donné pour la vérité. Laisse-moi honorer sa mémoire en m'assurant que sa fille ait toutes les chances qu'elle méritait. » Des larmes coulèrent sur les joues de Sophie. Maman aurait dit oui. Elle disait toujours qu'accepter l'aide quand elle est offerte avec sincérité n'est pas une faiblesse, c'est de la sagesse. « Ta maman était une femme très sage, » répondit Alexandre. Ils commandèrent le dîner, tout ce que Sophie voulait. Elle choisit des aiguillettes de poulet et de la glace. Et Alexandre réalisa qu'en dépit de tout ce qu'elle avait vécu, Sophie n'était encore qu'une enfant de 7 ans qui aimait les choses simples. Plus tard, sur la route vers le nouvel appartement qu'il avait trouvé surconfortable dans un bon quartier avec de bonnes écoles, Sophie s'endormit à l'arrière. Hélène parla doucement. « Linda m'avait parlé de vous dans l'une de ses dernières séances de conversation. Elle disait que vous étiez le meilleur homme pour qui elle ait jamais travaillé, que vous vous souciez vraiment des gens. Elle m'a dit que si quelque chose lui arrivait, vous aideriez Sophie si vous le pouviez. » La gorge d'Alexandre se serra. « Si j'avais su ce qui se passait, je l'aurais protégée. Vous ne pouviez pas savoir. Mais vous protégez sa fille maintenant. Et ça pour Linda, ça aurait tout signifié. » Alexandre porta la petite endormie dans sa nouvelle chambre violette, aménagée avec des meubles neufs et des livres. Sur la table de nuit, une photo encadrée de Linda. « Bonne nuit, petite courageuse, » murmura-t-il. « Dors bien,
Tu es en sécurité maintenant. » Il s'arrêta devant la photo de Linda. « Merci pour ton courage. Merci pour ta fille. Je te promets que je prendrai soin d'elle. Je te promets que ton sacrifice ne sera jamais vain. » Dehors, Rachel l'attendait. En montant dans la voiture, elle dit doucement: « Tu vas rester dans la vie de Sophie, n'est-ce pas? Elle a besoin de plus que d'argent. Elle a besoin de quelqu'un qui comprenne ce pourquoi sa mère est morte. De quelqu'un qui croit en elle autant que sa maman l'a fait. Alors tu vas être son ange gardien. Et toi? » demanda Alexandre. « Moi, je serai son amie, sa mentor, son avocate. » « Tout ce dont elle aura besoin, » répondit Rachel avec un sourire. « Maman serait fière. » Et Linda Chen lui serait reconnaissante. Les procédures judiciaires suivèrent leur cours. Martin Stell fut inculpé de détournement de fonds, de conspiration et de complicité de meurtre. Jennifer Hartford faisait face à des accusations de meurtre avec préméditation de détournement et de conspiration. David Yoon fut poursuivi pour les mêmes crimes avec en plus des délits informatiques. Le BRI avait réuni des preuves accablantes. Les aveux enregistrés, le Ghost Ledger de Linda. Les vidéos, les sociétés écrans, tout formait un dossier implacable. Martin coopérait espérant une peine réduite. Jennifer et David niaient tout, mais la montagne de preuves ne laissait aucune échappatoire. Les experts juridiques prédisaient la prison à perpétuité pour Jennifer, au moins 30 ans pour David et une quinzaine d'années pour Martin avant toute libération possible. Mais le plus important, c'est que le nom de Linda Chen avait été lavé, son courage reconnu et l'avenir de sa fille assuré. Ce soir-là, le téléphone d'Alexandre vibra. Un message de Sophie. « Monsieur Morisson, merci d'avoir cru en moi et en maman. Vous êtes quelqu'un de bien comme elle le disait. »« Bonne nuit, Sophie, » il répondit. « Bonne nuit, Sophie. Ta maman avait raison sur beaucoup de choses, surtout sur ce qu'il y a d'extraordinaire en toi. Fais de beaux rêves. » Il leva les yeux vers les lumières de Paris ou Chicago, selon la version française. Il avait été faussement accusé, humilié publiquement, presque condamné. Il avait perdu des amis qu'il croyait fidèles, découvert que des proches pouvaient tuer par avidité. Mais il avait aussi vu une petite fille de 7 ans faire preuve d'un courage inouï. Il avait vu la justice triompher. Il avait appris que la vérité, même enterrée, finit toujours par remonter à la surface. Et il avait gagné quelque chose de précieux, la chance d'honorer la mémoire d'une femme, juste en protégeant la fille qu'elle lui avait laissée. Demain, il faudrait reconstruire Morrison Tech France, réorganiser la fondation, restaurer sa réputation. Mais ce soir, Alexandre se permit de ressentir de l'espoir. L'espoir que la bonté puisse vaincre la cupidité. L'espoir que le courage puisse surpasser la peur. L'espoir qu'une fillette de 7 ans et un PDG faussement accusé puissent tous deux guérir. Et l'espoir que quelque part, Linda Chen sache que son sacrifice n'avait pas été vain. La vérité avait gagné. La justice avait triomphé. Et demain, le véritable travail de reconstruction commencerait. 6 mois plus tard, Sophie, désormais âgée de 8 ans, se tenait devant sa classe à l'école primaire Lincoln. Elle avait grandi, ses joues avaient retrouvé de la couleur, les cernes avaient disparu. Mais ses yeux, eux, gardèrent cette sagesse étrange. Mon exposé s'intitule « Mon héroïne, ma maman », commença-t-elle. Ma maman Linda Chen était la personne la plus courageuse que j'ai jamais connue. Elle était comptable, mais quand elle a découvert quelque chose de mal, elle n'a pas détourné le regard. Même menacée, même effrayée, elle a continué à se battre pour ce qui est juste. Elle marqua une pause, puis continua la voix claire. Maman m'a appris que la vérité, c'est comme la lumière du soleil, on peut la cacher, mais elle finit toujours par passer. Elle m'a appris que petite ne veut pas dire impuissante. Et elle m'a appris que l'amour, c'est donner à quelqu'un les moyens de se protéger.
Maman est morte avant de voir la justice faite, mais elle croyait tellement en la vérité qu'elle m'a appris à terminer ce qu'elle avait commencé. Et je l'ai fait. Sa voix trembla. Maman me manque chaque jour, mais son sacrifice a compté. Les méchants sont en prison. Le nom de M. Morisson est blanchi. Et la bourse commémorative Linda Chen aide désormais des enfants à aller à l'université. Quand je serai grande, je veux devenir avocate. Je veux aider les gens qui ne peuvent pas s'aider eux-mêmes. Je veux être courageuse comme maman. Des élèves pleuraient. Madame Patterson, leur enseignante, essuya ses larmes. Ta mère serait si fière de toi, Sophie. Je le sais, répondit-elle doucement. Après les cours, Alexandre attendait à la sortie. La bourse a attribué ses premières aides aujourd'hui, dit-il. 5 étudiants auront une prise en charge complète de leurs études. Tu veux les rencontrer? À Morrison Tech France, les lauréats les attendaient. Maria Rodriguez s'avança émue aux larmes. Sophie, sans cette bourse, je n'aurais jamais pu aller à l'université. Le sacrifice de ta mère a rendu mon rêve possible. Chaque étudiant raconta son histoire. Sophie écoutait, essuyant ses propres larmes. Maman croyait que tout le monde mérite une chance, dit-elle. Maria s'agenouilla devant elle. Nous honorerons ta mère en travaillant dur et en aidant les autres. C'est une promesse. Plus tard, autour d'une glace, Sophie demanda. Tu crois que maman savait que tout finirait bien? Alexandre réfléchit. Ta maman avait foi en la vérité, en la bonté des gens, et surtout en toi. Elle me manque tellement. Je sais. Mais Sophie, ta maman vit encore. En toi dans la bourse, et dans chaque personne qui a choisi d'être plus courageuse grâce à elle. Le téléphone d'Alexandre vibra. Message de Rachel Verdict. Jennifer prison à vie, sans possibilité de libération. David, 35 ans. Martin, 18 ans. Justice rendue. Sophie lut le message et hocha la tête. Bien, mais je ne les déteste plus. Maman disait, la haine c'est comme boire du poison. Cet espace dans mon cœur est pour les bonnes choses maintenant. La gorge d'Alexandre se serra. Ta maman a élevé une personne extraordinaire. Elle a fait de son mieux. Maintenant, j'essaie de faire le mien. Merci d'être mon ami, Monsieur Morisson. On sera amis pour toujours. Pour toujours, non mieux que ça. On sera une famille. Pas par le sang, mais par le choix. Et parfois, c'est le lien le plus fort qui soit. Sophie sourit, un vrai sourire de fillette de 8 ans, plein de lumière et de paix. Ce soir-là, Alexandre se tenait devant la photo de Linda Chen, exposée dans le hall de Morrison Tech France. Sous le portrait, une plaque brillait « Linda Chen comptable enquêtrice héroïne ». « J'ai tenu mes promesses », murmura-t-il doucement. Sophie s'épanouit. Hélène reçoit les meilleurs soins. La bourse que nous avons créée change des vies. Et la vérité que tu es morte en protégeant, elle a triomphé, Linda. La justice a été rendue. Dehors, Paris ou Chicago, selon la version française, scintillait sous les lumières du soir. Sophie faisait ses devoirs. Hélène préparait le dîner, Rachel enseignait à l'université. Les boursiers de la fondation Linda Chen étudiaient, et 3 criminels payaient enfin leurs crimes. L'histoire qui avait commencé avec une fillette de 7 ans entrant seule dans une salle d'audience avait transformé des vies. Sophie avait perdu sa mère, mais elle avait gagné une famille. Alexandre avait perdu sa réputation, mais retrouvé sa foi en la bonté humaine. Linda Chen avait prouvé qu'un seul acte de courage pouvait tout changer. La vérité avait gagné. La justice avait triomphé. Et l'amour avait résisté à tout. La petite fille qui autrefois dormait dans les stations de métro dormait désormais paisiblement dans sa chambre violette, rêvant de devenir avocate, portant haut l'héritage de sa mère. Et la lumière de Linda Chen continuait de briller à travers sa fille,
éclairant le chemin de tous ceux que cette histoire extraordinaire de sacrifice, de justice et d'amour indestructible avait touché.